Ce soir, je vais vous parler de l'amour, l'amour en conscience, puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. On parle beaucoup évidemment de couple, mais l'amour ne concerne pas que le couple. Et justement, c'est ce qu'on va aborder ce soir, voir à quel point c'est un sujet universel, puisque l'amour engendre la vie, l'amour maintient, motive la vie. Et finalement, il est partout autour de nous, mais surtout déjà en nous. Voilà. Et ça, c'est un point fondamental, puisque ceux qui me connaissent savent que j'insiste toujours sur le fait que tout part de nous, et c'est quelque chose justement qu'on va voir ce soir. Alors, je pensais tout à l'heure à des chanteurs, j'aime bien certaines chansons qui parlent de l'amour, et je pensais à deux en particulier, pas forcément celles que vous préférez, que vous connaissez, mais Daniel Balavoine, pour ceux qui ont connu, il avait une chanson qui a fait un tube dans les années 80 qui s'appelait Sauver l'amour. Et il y a quelque chose que j'aimais bien dans ces paroles, c'est qu'à un moment donné, il disait remplacer le besoin par l'envie. Voilà, c'est vraiment quelque chose finalement qui parle, je trouve, des relations, notamment dans le couple, mais pas que, puisque l'amour peut décliner de différentes manières, on verra. Et finalement, à vouloir finalement soumettre l'autre et se soumettre à nos envies, eh bien, on n'écoute pas forcément nos besoins. Et parfois, c'est contraire, et ce dont on a envie, c'est pas forcément ce dont on a véritablement besoin. C'est un petit peu comme pour la nourriture, avec la malbouffe, on peut avoir envie de certaines choses, de gras, de sucré, mais forcément, c'est pas forcément ce dont on a besoin, ce dont notre organisme a besoin, et ce qui va nourrir notre organisme. Et finalement, pour l'amour, la même question se pose. Finalement, qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous nourrit véritablement? Est-ce que c'est ce dont on a envie ou ce dont on a besoin? Et est-ce que l'un peut rejoindre l'autre? Voilà. Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser. Et puis, une autre chanson, c'est Savoir aimer, de Florent Pagny. Savoir aimer, où le refrain, à un moment donné, il dit aimer sans rien attendre en retour. Et c'est vrai que souvent, l'amour, a cette déviance qui devient problématique, que on attend quelque chose. Voilà. On attend d'être aimé. J'aime l'autre, mais je veux être aimé en retour. Et finalement, ça favorise des relations déséquilibrées. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas justement dans un amour sain, équilibré, conscient? Et peut-être que certains d'entre vous vont s'y reconnaître. On a dans le vécu finalement un état de mal-être, un état de mal-aimer, de mal vivre l'amour. Ça provoque des manques, ça provoque des frustrations, de la souffrance ou de l'incompréhension, aussi des phénomènes d'emprise et de dépendance. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'écueils là-dedans. Les manques que l'on a, souvent, c'est parce que on ne sait pas ce dont on a besoin, et du coup, on continue d'en manquer. Et on va chercher ailleurs, d'une manière compulsive, éventuellement, des manques que l'on n'a pas encore véritablement identifiés. Et du coup, ça crée des frustrations, une relation frustrante. Si on ne va pas comprendre quels sont ce qui va nourrir dans l'amour, ce qui va nous nourrir, on va avoir des incompréhensions. Il y a les 5 langages de l'amour, ce livre qui parle justement de comment je reçois l'amour, comment je comprends l'amour et comment est-ce que j'exprime l'amour. Comme Lise Bourbeau a parlé donc des 5 blessures de l'âme, qui finalement conditionnent aussi tout à fait les relations amoureuses, mais aussi la relation amicale ou familiale, puisque finalement l'amour s'exprime aussi d'autres manières, bien sûr en dehors du couple. On en parlera tout à l'heure. Ces langages permettent de comprendre finalement à quoi on est sensible. Et vous trouverez la bibliographie, les références de ces livres dans la bibliographie du site internet d'Emesis, dans la section Médiasphère.
Et puis, il y a des phénomènes d'emprise, des phénomènes de dépendance qui font que on tombe dans des relations toxiques ou dans le fameux triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. C'est très connu et finalement, bien souvent, on y tombe plus ou moins sans être dans une caricature, d'être complètement dedans. On peut y être un petit peu et finalement, eh bien, ça va déséquilibrer les choses. Et pourquoi on est dans ce genre de situation? Tout simplement parce que on est mal éduqué à l'amour. On est mal éduqué à l'amour sur plusieurs niveaux. Au niveau de la famille, parce qu'il y a souvent des tabous, de silence, on ne parle pas de l'amour, ou comment aimer, où on a des contre-exemples dans la famille, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup, maintenant il y en a beaucoup plus, de divorces, de séparations, ou des couples qui sont pas heureux, des mariages de raison. Aujourd'hui, finalement, on se pose beaucoup plus de questions sur le développement personnel. Nos parents, nos grands-parents sortaient de la guerre. Donc l'amour prenait une forme différente. C'était surtout déjà la sécurité. Qui peut me sécuriser? Une personne, on recherchait une personne bienveillante, morale, qui permettait finalement de subvenir aux besoins du couple. Et puis la femme, elle, en gros, subvenait aux besoins de la famille. Donc voilà, grosso modo, c'était d'un côté le mari ramène l'argent, le chasseur qui va chasser à l'extérieur, et puis la femme qui éduque les enfants et qui apporte l'amour. Et malheureusement, ça a été énormément finalement dévalué. Et le rôle de la femme, le rôle de la femme au foyer, c'est devenu finalement synonyme de femme inactive quasiment, alors que c'est un métier en soi et que l'éducation des enfants, l'amour que l'on apporte, c'est fondamental. Ça fonde une grande partie de la psyché de la personne. Et si cette personne, un jour, occupe, imaginez, un poste clé au gouvernement, je prends un exemple extrême, imaginez les conséquences. Imaginez les conséquences. Et on voit aujourd'hui les problématiques d'une mauvaise éducation. Donc mauvaise éducation notamment à l'amour. Et dans certaines tribus africaines, notamment au Congo, et c'est toute une initiation. Il y a des cases initiatiques pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons, où on va leur expliquer l'amour, la sexualité, l'éthique, la morale, toutes ces choses-là. Donc il y a véritablement une éducation initiatique vraiment qui est prise très très au sérieux. C'est pas juste un cours d'éducation sexuelle à l'école en disant les choses sans les dire ou une petite phrase qui s'échappe en famille. Voilà, c'est vraiment quelque chose sans tabou qui est vraiment traité correctement. Donc la famille. Ensuite, la deuxième centre d'éducation, c'est l'école. Donc malheureusement à l'école, souvent il y a une éducation à la performance plutôt. On va essayer de rapporter de bonnes notes et pour faire plaisir aux parents, et finalement on va avoir l'impression d'avoir l'amour, on va rechercher l'amour de ses parents au travers des récompenses. La récompense d'une bonne note pour sanctionner nos efforts. Et finalement on verra tout à l'heure que ça vient décaler les mécanismes et organiser autrement notre affect. Et puis la société comme troisième vecteur de bonne ou mauvaise éducation, avec toutes les dérives malheureusement, des mœurs et les pertes de repères. Voilà, on voit partout une hypersexualisation au niveau des affiches par exemple, dans le métro ou sur Internet avec la pornographie. Souvent les enfants, la première chose à laquelle ils sont éduqués par rapport à l'amour, c'est la pornographie. Voilà. Donc c'est un problème. Et puis le sacré, le sujet sacré, donc là je parle en général, où il y a soit un rejet du sacré, souvent quand le sacré est assimilé aux religions, donc on rejette le sacré quand on rejette la religion, alors qu'en fin de compte le sacré n'induit pas forcément une religion, c'est en amont, ou une incompréhension, ou une mauvaise lecture. Voilà, on va... ne serait-ce qu'avec la religion chrétienne, pour ceux qui sont chrétiens ou ceux qui sont musulmans, vous voyez bien toute la conséquence des lectures qu'il peut y avoir de ça, ce qu'on appose par exemple aux prêtres catholiques, le fait d'être
de rester le vœu de célibat, on voit les dégâts que ça cause. Après, on parle de pédophilie, mais finalement, quelque part, en tordant les choses, on tord l'être humain. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on va être en déficience intérieure. Le problème de ça, c'est que ça va construire une déficience intérieure par le biais d'une faible estime de soi, puisqu'on a été mal éduqué ou à la performance. Donc, on va finalement se sentir pas digne d'être aimé, parce qu'on ne va pas être à la hauteur des objectifs qu'on nous a fixés ou qu'on s'est fixés. Ou, eh bien, par retour, on va être finalement mal aimé par des gens qui n'auront pas su comment aimer. Et du coup, eh bien, on va avoir les réservoirs un petit peu à plat. L'estime de soi, si elle est là, souvent elle est mal, on va dire, indexée. Ça va être sur le physique, ça va être sur la performance, ça va être sur la richesse, sur l'intelligence, mais pas sur les véritables valeurs, finalement, fondamentales, qui sont plus centrées sur l'être et non pas sur le faire ou l'apparence, puisqu'on est vraiment dans une culture aujourd'hui d'apparence, qui vient beaucoup finalement perturber l'amour, la vision, la compréhension de l'amour. Et puis les blessures émotionnelles que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont réactivées par nos relations. Et enfin le fait que on va être donc le dernier point, c'est que le fait qu'on ne soit pas dans un véritable épanouissement, c'est-à-dire épanouissement personnel. On ne sait pas recevoir, on ne sait pas se donner. Voilà. Donc du coup, voilà les 4 facteurs de déficience intérieure. Et puis du coup, les conséquences de ces repères faussés, ça va être une image déformée de la relation à soi-même, aux autres. On ne sait plus s'aimer, ni être aimé. On ne sait pas ce qui nous nourrit véritablement, du coup, parce qu'on n'a pas eu de repères, on n'a pas été éduqué. Et du coup, on va échouer automatiquement, on va s'échouer dans des compensations compulsives ou éphémères. C'est-à-dire des relations qui ne vont pas être adaptées, c'est-à-dire éventuellement on va dériver sur une alimentation déséquilibrée, sur des drogues, sur le sucre, sur l'alcool, ou sur la pornographie, sur des relations extra-conjugales, etc. Et du coup, tout ça, en fait, ce sera la construction, le résultat d'une construction finalement décalée. Voilà. Donc déjà, est-ce que par rapport à ça, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à, avant d'aborder un petit peu véritablement qu'est-ce que c'est que l'amour en conscience, comment est-ce qu'on peut le définir? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au vécu et aux raisons justement de la douleur qu'engendre une non-compréhension ou un non-vécu de l'amour en conscience, de la question de l'amour en conscience? Alors j'attends un petit peu parce que je sais qu'il y a un décalage entre le moment où vous tapez les messages et le moment où ils s'affichent à l'écran. Donc voilà, je fais une pause 30 secondes pour voir s'il y a des questions par rapport à ça ou des choses qui vous viennent à l'esprit. Sinon, c'est que j'ai été clair et je vais continuer cette présentation de ce merveilleux et vaste sujet. Alors, donc après avoir exposé un petit peu le dark side of the love, plutôt du mauvais amour, justement, on va voir eh bien, le bon côté. Donc, j'aime bien terminer par les choses positives. Donc déjà, avant de définir un petit peu, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour en conscience, eh bien, je rappelle encore une fois 2 choses. La première, c'est que tout part de soi. C'est-à-dire que avant de parler d'amour à 2, il convient déjà de parler de l'amour envers soi-même. L'amour, ça commence par soi. Après, ça se porte à l'échelle du couple, et après, ça rayonne sur la société. Vous voyez, le cheminement, c'est l'échelle individuelle, l'échelle du couple,
et ensuite l'échelle collective au niveau sociétal. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de fondamental, puisque une personne rayonnante eh bien, va attirer une relation épanouissante, et donc un couple épanouissant, deux personnes épanouissantes, individuellement et en couple, eh bien, automatiquement vont rayonner autour d'elles, et par finalement, on va dire, une sorte de contamination positive, un cercle vertueux, et bien ça va amener petit à petit les choses à s'étendre sur le plan de la société. Donc c'est très important, tout part de soi. Et puis, donc, on aimante irrémédiablement à nous ce que l'on aimait. Donc on n'échappe pas à soi-même. C'est-à-dire que si j'ai une image complètement déficiente de moi-même, je ne vais pas aimanter à moi une personne qui va me rassurer et me dire que tout va bien. Je vais aimanter à moi une personne qui va me faire encore plus sentir déficient. Et là, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est se dire « Ok, ça veut dire que je suis nul ». Non, ça veut dire que je pense que je suis nul. Il ne faut pas confondre l'image que vous avez de vous et ce que vous êtes réellement. Donc, si on ne s'aime pas, c'est-à-dire c'est-à-dire entre autres qu'on a une image déficiente, eh bien automatiquement on va aimanter finalement la confirmation, parce que ça pourrait être le reflet de ce qu'on pense, une sorte de monitoring. La vie est une sorte de miroir de notre inconscient. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'amour en conscience? Eh bien, c'est déjà être conscient de ce qu'est l'amour. Tout simplement. Parce qu'avant de parler d'amour en conscience, on parle d'amour. Donc savoir ce que c'est l'amour, le redéfinir. Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce que vous êtes allé voir tout simplement sur... j'aime bien faire ça de temps en temps de mon côté, aller ouvrir un dictionnaire pour regarder un petit peu un mot ou une encyclopédie pour voir qu'est-ce qu'on propose. Donc savoir qu'est-ce que c'est que l'amour. Et l'amour, sachant qu'il peut être... il y a l'amour en couple, bien sûr, mais il y a l'amour de soi, il y a l'amour fraternel dans une famille, il y a l'amour d'une mère pour ses enfants, il peut y avoir l'amour pour une passion envers la peinture, le dessin, vraiment, voilà, ce sera un autre stade, donc ce sera plutôt une passion. On parle de l'amour du travail bien fait. L'amour prend beaucoup de formes différentes. Et puis il y a un amour beaucoup plus spirituel, on a l'amour aussi platonique, l'amour chaste. Donc beaucoup de formes différentes de l'amour, et puis la définition elle-même de l'amour, de ce sentiment, de ce ressenti qui nous traverse le corps de différentes manières. Ça peut être quelque chose justement suivant la nature de l'amour, ça peut être plus sexualisé, ça peut être une émission aussi du coup énergétique intérieure, le chakra du cœur par exemple, si c'est un amour plus émotionnel ou spirituel. Ça peut être évidemment plus au niveau des centres sexuels, ça peut être au niveau, du coup ça va déclencher une émission d'hormones, et qui va influencer énormément évidemment aussi bien notre comportement que celui de la personne en face. Et puis il y a l'amour mystique aussi, bien entendu. Voilà. Une chose importante pour l'amour en conscience, c'est de quitter son mental pour habiter son corps. On est une société hyper intellectuelle, et donc du coup, on perd souvent le contact avec notre ancrage, l'ancrage dans la matière, et donc ça veut dire aussi la présence à soi. Et la présence à soi, c'est la présence aussi à son corps. Pour autant que notre anatomie subtile contienne plus de corps subtils que notre corps physique. Notre corps physique, on en a un, les corps subtils, on en a plusieurs. Donc finalement, notre corps physique ne représente qu'un dixième de notre être. C'est quand même celui qu'on peut toucher, c'est quand même celui qu'on voit, c'est quand même celui qui correspond à la réalité sensible, à nos cinq sens. Donc c'est important de s'incarner, d'incarner son corps. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir bien vivre ça. Repartir des bases, repartir des fondamentaux, toujours. Donc, quitter son mental pour habiter son corps. Même quand on fait l'amour,
Si on fait l'amour en restant dans le mental, dans la performance dont je parlais tout à l'heure, mais vous voyez, ça se recoupe. Et finalement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va pas vivre la chose, on va pas la ressentir tout simplement. Et on parle tellement d'orgasme, par exemple, eh bien, il viendra pas. Si vous êtes dans le mental, c'est pas la peine. Donc, c'est pour ça que c'est très important de repartir de là, de se demander, mais qu'est-ce que je ressens dans mon corps? C'est là que, par exemple, la sophrologie est très importante, permet de rétablir le contact avec le corps. La sophrologie, la sophroanalyse, pour aller chercher les problématiques. Par exemple, sachant que la méditation, c'est aussi pas mal, mais attention, on peut aller aussi très rapidement dans les hautes sphères et perdre pied. Une autre chose, c'est rééquilibrer l'émotionnel et le spirituel. Très important aussi, pour éviter eh bien, de tomber sous le joug de l'emprise émotionnelle ou être complètement dans un amour éthéré, platonique, spirituel, sans aucun ancrage matériel ou émotionnel. Donc les deux, c'est très important aussi de les rééquilibrer et de leur donner leur juste place, notamment dans le couple. Et s'ouvrir bien sûr à la dimension énergétique de l'amour. Ça c'est important aussi. Parce que là, je parle plus de l'acte d'amour entre deux personnes. On a vraiment, par le biais de nos centres énergétiques, de nos chakras, il en a une circulation qui s'opère entre les deux personnes. Une circulation énergétique. Et avec, si on est attentif à ça, on sent vraiment qu'un cycle se passe, que quelque chose tourne. Et déjà, si vous vous mettez peau contre peau, sans pénétration, sans acte, simplement peau contre peau, face à face, sur le côté, pour éviter éventuellement que l'un soit complètement appuyé sur l'autre, sur le côté, simplement, face à face, comme ça, et en respirant de manière synchronisée. Faites cette expérience, si vous êtes en couple, vous allez voir, ça vous remettra dans une qualité de connexion, une qualité d'être à vous-même qui finalement fera que les choses vont s'organiser par elles-mêmes. Parce que quand on revient dans le corps, eh bien, tout se remet en place automatiquement. Et on dit le naturel revient en galop, c'est vrai. Et là, c'est une très bonne chose. Et les choses, finalement, en quittant le mental, eh bien, les corps parlent, on dit que le corps ne ment pas. Et finalement, on quitte cette pression de la performance, cette pression de « je vais avoir un orgasme », cette pression de « est-ce que c'était bien ?» Tout redevient naturel et on a une autre qualité de communication. Parce que l'amour, c'est aussi énormément la communication. Et pas justement un amour égoïste, égocentré et qui vraiment est infantile. Ça permet de grandir. Et une chose importante aussi, c'est d'abandonner les fausses idées. La légende du prince charmant, la légende de la princesse, où finalement ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup de beaux enfants, de petits-enfants, c'est après que ça commence. Et finalement ça, on n'en parle pas. C'est après que ça commence quand justement le quotidien prend le pas. Quand finalement l'excitation, les effluves, le côté émoustillé et flamboyant du début passe, quand sur le plan énergétique aussi, tout ce qui est tous les phénomènes qui se passent sur le plan énergétique, il y a énormément de choses qui se passent, eh bien s'estompe, et tout ce qui en fait entretient, crée le désir de lien avec l'autre, ça s'estompe, puisque ça y est, les deux personnes sont en lien, et on passe à autre chose, et c'est après qu'il faut apprendre à gérer ces choses-là. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts. Et finalement, ce côté, on pourrait dire le syndrome Walt Disney, en quelque sorte, il est encore très très courant de nos jours, et souvent on se fait piéger par ça sans s'en rendre compte. Parce que justement, on n'a pas été éduqué à ça, on n'a pas appris finalement comment aimer, et tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'amour. Et on n'est pas conscient, du coup, que on aime mal. Si on n'a pas de repère, si on ne sait pas ce que c'est, comment on peut savoir qu'on n'est pas dedans? Si on ne sait pas par rapport à quoi on se trompe. C'est tout bête, mais finalement c'est essentiel.
les secrets sont toujours dans la simplicité. Il n'y a pas de révélation, on se dit « Waouh, j'avais jamais entendu ça ». Souvent, on a déjà les choses, on a déjà les éléments, mais on s'en rend pas compte et on va chercher trop loin. Les plus grands secrets sont cachés en nous. Et puis, une autre légende aussi, une autre fausse idée à abandonner avec la légende du prince charmant, de la princesse, c'est l'amour inconditionnel. Voilà. Il n'y a pas d'amour inconditionnel sur Terre. Parce que ce n'est pas possible tant qu'on est dans la dualité, tant qu'on est dans l'incarnation. Donc, on va dire, techniquement, c'est impossible. Donc, c'est pas la peine de se mettre la pression. Par contre, on peut tendre, bien sûr, par ça. C'est-à-dire, ne pas aimer à condition de... Comme je citais Florent Pagny au départ, bon, j'aurais pu citer Lacan ou d'autres, mais j'ai choisi de faire simple. Là, on est vraiment dans un amour qui n'a pas besoin, qui se détache du besoin de retour. Voilà. Donner sans attente en retour de recevoir quelque chose. Sachant que, attention, donner et ne rien recevoir jamais, ce n'est pas juste. Je ne suis pas en train de prôner une relation unilatérale. Je parle d'attente. Après, on estime si la relation est juste ou pas, bien entendu. Donc, finalement, quand je parlais tout à l'heure du besoin de reconnaissance, qui est en fait une expression dérivative finalement de l'amour, on a été éduqué donc à la performance, à la récompense, à la bonne note. Eh bien, ce système de récompense, qui est né par le fait de se sentir aimé parce qu'on est reconnu, le système de récompense, en fait, c'est devenu un substitut d'amour. En offrant un plaisir facile, systématique, mais pas nourrissant. On l'a même avec les téléphones portables, le système de récompense dans le cerveau. On clique sur quelque chose se passe. On met un post, on a des likes, on a des followers sur Insta. Ben, c'est un système de récompense, mais qui va nous donner un ersatz d'amour, de nourriture, de reconnaissance, mais finalement qui ne va pas nous nourrir. Et du coup, eh bien, on va tourner en rond, on va être frustré, et finalement, on ne va pas obtenir ce qu'on était venu chercher, faute de comprendre vraiment ce dont on a besoin fondamentalement. Donc, pour clôturer un petit peu donc, cette approche de l'amour en conscience, avant de parler de comment le vivre, finalement l'amour ne se mesure pas à la valeur d'une personne. Parce que la valeur d'une personne, c'est déjà un jugement. On peut avoir une affinité ou pas avec une personne, mais ce n'est pas ça qui va la dévaloriser. Et quoi qu'on vous dise, eh bien, ce qu'on pourra vous dire pour vous juger, ce sera une projection, ce sera une opinion. Mais l'homme n'est pas compétent pour juger l'homme. J'ai encore redit à une patiente ce matin, l'homme n'est pas compétent pour juger l'homme. Donc, on ne peut pas recevoir ni s'assujettir au jugement d'une autre personne. Ça, c'est très important. Donc, il ne souffre aucune condition et il n'est lié à aucun intérêt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que ça vous fait un petit peu réagir? Ça fait écho par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous vivez en ce moment? Je vois que Aïda m'a mis qu'elle se reconnaît dans pas mal de figures. Et voilà, mon amour à moi, il est global. Je pense que du coup, tu veux dire un amour plus... Qu'est-ce que tu veux dire par un amour plus global? Je ne sais pas si tu es toujours là, Aïda. Alors, je te laisse le temps de répondre. En attendant, je vais, pour la troisième partie de ce live, parler un petit peu des moyens pour vivre
cet amour en conscience? Déjà, la première chose, comme je disais, c'est comprendre l'amour, comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Et ça, c'est quelque chose qu'on abordera, bien entendu, pendant le webinaire qui développera ce que j'expose ici rapidement pendant le live, pour que vous ayez un petit peu un aperçu du sujet. Discerner l'autre de soi-même, savoir où on s'arrête et où commence l'autre, pour éviter les projections, pour éviter les transferts, un fameux transfert aussi, contre-transfert appliqué à ça, et pour éviter les confusions. La fusion, un amour fusionnel, ça amène très souvent à une confusion, puisque finalement on se confond dans l'autre, on se projette dans l'autre. Identifier son terrain aussi, identifier ses problématiques, ses désirs, ses manques, ses blessures, les blessures dont on parlait tout à l'heure. Différencier aussi nos besoins, nos envies, qui peuvent éventuellement se contrarier. Et reconnaître aussi les relations karmiques. Les âmes sœurs, les femmes jumelles, tout ce sujet-là, parfois il y a des reconnaissances d'âmes et on confond des retrouvailles d'âmes sœurs avec finalement la rencontre d'un amour, sachant que ça peut très bien l'être. C'est-à-dire qu'on peut très bien effectivement avoir une reconnaissance et être voué à vivre un très bel amour, éventuellement toute une vie, mais c'est pas forcément le cas. Donc, pas se mettre martel en tête par rapport à ça, bien que ce soit un facteur qui puisse être très très bien, qui puisse être un bon indicateur aussi. Savoir aussi les différentes formes d'interaction et d'influence entre les inconscients. Ça, c'est une chose importante aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses, ceux qui ont fait la formation en gnose le savent, à quel point les inconscients interagissent les uns par rapport aux autres par le biais de l'énergétique. Et donc, pour avoir conscience justement de qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Comment ça fonctionne. Par exemple, quand on fait un petit regard séduisant à quelqu'un, eh bien, dans l'inconscient, on envoie une charge énergétique une sorte d'implant de séduction à l'autre. Donc il y a une continuité dans l'énergétique. Dans les relations toxiques, des gens, les inconscients peuvent envoyer carrément l'équivalent de menottes, en quelque sorte, éthériques, sur l'autre personne pour avoir une emprise, pour le mettre sous emprise, pour obtenir ce qu'il veut, sans qu'il ait besoin de dire quelque chose. Mais bien sûr, en général, c'est accompagné par la conscience. Donc il y a des choses très très puissantes qui se passent dans l'inconscient, et c'est important justement d'en avoir conscience pour pouvoir, pas forcément toutes les neutraliser soi-même. Souvent on a besoin de l'intervention d'un énergéticien pour pouvoir s'en défaire, mais le fait déjà d'en être conscient, ça limite pas mal les choses. Voilà, sans toutefois retirer toute la poésie et le merveilleux dans l'amour. Là, je parle simplement d'être conscient, justement. Ça ne veut pas dire parano, mais ça ne veut pas dire pas naïf. Ça veut dire simplement conscient et parfois vigilant. Voilà. Mais ça permet au contraire de vivre pleinement les choses et d'avoir une relation saine et sereine, puisque c'est l'objectif. Et de faire en sorte que le couple, par exemple, soit un refuge et non pas un terrain de conflit, de règlement de compte. Bien entendu. Ensuite, mieux s'aimer, c'est très important dans les moyens pour vivre un amour vraiment en conscience. Mieux s'aimer pour mieux aimer les autres et être mieux aimé. Si on s'aime d'une manière véritable, qui nous nourrit, si on rétablit ça en nous, notre estime, notre indéfectible dignité, eh bien, on va attirer à nous obligatoirement des relations qui vont être le reflet de ça. Donc, c'est très important. On va être capable d'aimer et on va être capable d'être aimé. Et souvent, tout est lié en fait. S'aimer, aimer et être aimé. Et aussi, c'est connexe, se choisir. Pour pouvoir, finalement, choisir la bonne personne qui, elle, nous choisira pour ce que l'on est. Vous voyez à nouveau le cycle qui se passe. C'est-à-dire, je me choisis moi, je me fais passer, je me considère comme prioritaire. C'est important, mais est-ce que je réponds à mes besoins?
moi-même, sans assujettir l'autre. L'autre n'est pas là pour répondre à mes besoins. Et est-ce que je fais passer l'autre avant, au détriment de moi? C'est-à-dire, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'amour oblatif. C'est-à-dire un amour où on s'efface derrière les besoins de l'autre et finalement, en n'écoutant pas nos propres besoins, eh bien, on ne va pas pouvoir non plus répondre aux besoins de l'autre finalement. Et l'autre ne répondra pas à nos besoins. Et c'est finalement un cercle vicieux. Donc c'est loin d'être égoïste de penser à ce qui est juste et bon pour nous finalement. Parce que ce qui est juste et bon pour nous, même si dans un premier temps ça peut éventuellement ne pas flatter l'ego de l'autre, eh bien ça va le redresser sa conscience en quelque sorte. Et automatiquement, il va se réajuster et finalement, si c'est juste et bon pour nous, ça le sera automatiquement pour l'autre, ça le sera pour le couple et on va être comme une véritable locomotive, ce qui encouragera l'autre à l'être à son tour et ainsi de suite. Et après, eh bien, comme je disais tout à l'heure, du plan individuel, on passe au plan du couple et du plan du couple, on passe au plan sociétal. Et ça, c'est très important puisque une personne épanouie donne un couple épanoui et un couple épanoui donne une société épanouie. Voilà. Et quand on regarde l'état de la société actuelle et à la lumière de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, vous prenez peut-être un petit peu mieux les mécanismes. Et puis aussi, rééquilibrer sa sexualité, ça c'est une chose importante. C'est vrai que la sexualité, c'est souvent un sujet tabou. Quand on prononce ce mot, on cligne des yeux, on tourne la tête, alors qu'en fin de compte, c'est quelque chose de fondamental. C'est un des piliers du couple, mais finalement un des piliers de notre personne aussi. Donc, rétablir l'intimité, rétablir le désir, le partage et la conscience en soi et avec l'autre. Et ça, c'est aussi une chose fondamentale. Quand je parlais tout à l'heure des affiches, par exemple, dans le métro qu'on voit qui sont hyper sexualisées, ça va complètement dévier la notion d'intimité. Et ça va finalement exciter le désir, fantasmer les gens sur des images qui sont retravaillées, qui sont retravaillées sous Photoshop ou d'autres éditeurs d'images. Et que finalement, quand on va dans la réalité du couple, eh bien, on va transposer une réalité fantasmée qui ne correspond pas du tout à ce que l'on vit, qui finalement est beaucoup plus beau, mais l'esprit s'est habitué à désirer autre chose, d'artificiel, et donc il va se trouver en décalage, il va être déçu, alors que finalement c'est l'autre personne qui serait la personne fantasmée qui serait au contraire décevante si on rencontrait cette réalité pour s'apercevoir que c'est pas une réalité. Voilà, bon, c'est un petit peu complexe. Donc voilà un petit peu les choses que je vais vous présenter ce soir. Et aussi une chose en parlant de la sexualité, bien sûr, on abordera aussi dans le webinaire, c'est la sexualité, l'aspect sacré de la sexualité sacrée. C'est vrai qu'aujourd'hui on trouve le mot sacré un petit peu à toutes les sauces et on perd finalement la notion de ce qu'est véritablement le sacré. Donc c'est quelque chose qu'on abordera. Est-ce qu'on parle du Kama Sutra, on parle de la Kundalini, du Tantra, de ce genre de choses, et finalement c'est souvent mal compris, mal interprété. Par exemple, le Kama Sutra, il y a 7 livres, il n'y en a pas qu'un. On connaît surtout celui qui parle de différentes positions, sauf que c'est surtout un guide à l'éveil de soi et de l'autre, vers l'autre. Donc ce genre de choses qui sont très très précieuses quand on les remet dans le bon sens. Voilà, donc on parlera de tous ces sujets, comment explorer les multiples facettes de l'amour, comment cultiver un amour de soi sain, épanouissant, comment aimanter à soi le bon partenaire. Et quand je dis le bon partenaire, c'est pas forcément le partenaire pour la vie, mais c'est un partenaire qui nous permettra d'avoir une relation saine. Comment vivre donc une sexualité épanouie aussi. On parlera aussi de tout les relations, l'amour décliné dans les relations familiales, amicales, et puis la connexion aussi à la vie, parce que finalement l'amour c'est aussi quelque chose, quand Aïda parlait d'amour plus global, on peut le voir aussi comme certains indigènes le voient. Je crois que c'est la tribu des Bantous, entre autres, qui parle de l'amour
dans toute chose. C'est-à-dire, par exemple, entre le soleil et la lune, le soleil qui est le marié à la lune, et les étoiles, ce sont leurs enfants. Donc, pour eux, la sexualité est partout. Mais sauf qu'ils la définissent autrement. Et d'une certaine manière, quand on regarde ça avec leurs yeux, eh bien, l'amour est partout. La fécondité est partout. Être fécond, vivre la pulsion de vie, ce n'est pas forcément tout de suite l'acte sexuel. C'est beaucoup plus large que ça. Je parlais d'orgasme tout à l'heure, l'extase aussi, c'est autre chose. Quelque chose qui était, entre autres, enseigné dans l'amour sacré. Et finalement, on peut, quelque part, on vit comme on fait l'amour. Et je dis souvent, mais faites l'amour à la vie. Faites l'amour à la vie. Et vivez comme vous voudriez faire l'amour. Et vous verrez que c'est très, très, je pense que c'est très, très révélateur et très, très enrichissant. Et ça peut ouvrir beaucoup de perspectives et aider finalement à ce mot qui me hérisse les poils tellement il est galvaudé, mais il faut bien l'utiliser quand même, à se lâcher prise finalement. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour de ce dont je voulais vous parler ce soir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai abordé? Est-ce que tout est clair? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez partager dans vos expériences? Alors, en attendant que les questions éventuelles viennent, pour ceux qui sont connectés, donc le webinaire donc, qui sera donc sur le thème de l'amour en conscience, où je vais développer tous ces sujets, aura lieu le dimanche 21 février à 19h. Voilà. Donc dimanche 21 février à 19h. Donc l'inscription, comme pour les autres webinaires, se passera par Eventbrite. Le séminaire, enfin le webinaire est gratuit, mais l'inscription permet de vous envoyer le lien de connexion qui vous permettra de vous connecter à partir de Skype si vous avez une tablette ou un smartphone, ou bien si vous avez un ordinateur, vous pouvez ne pas installer l'application et l'ouvrir directement en copiant le lien dans votre navigateur. Voilà. Donc c'est assez simple de participer, de se connecter par ce biais. Voilà. Donc je vous remercie pour votre participation, pour votre présence, et je vous dis donc au 21 février à 19h pour ceux qui veulent me rejoindre. Et puis je pense que je vais faire aussi une troisième et dernière itération du précédent webinaire sur comment bien vivre son évolution spirituelle, parce que ça avait beaucoup plu, il y a des gens qui n'avaient pas pu participer au précédent, donc je n'ai pas encore posé de date, mais ça va venir très bientôt. Donc rendez-vous sur la page Facebook d'Emesis pour voir toutes les dates des prochains événements. N'hésitez pas à la liker pour pouvoir suivre l'actualité. Voilà, merci à tous, merci à toutes, bonne soirée et à très bientôt.